Donc, c'est une maladie qui est chronique et qui va se manifester essentiellement par des poussées aiguës. Donc, les anomalies pathologiques, le bronchospasme, quoi d'autre? L'inflammation et le traitement le plus important, les bronchodilatateurs. Les bronchodilatateurs, il y a plusieurs familles qui ont cet effet-là. Donc, si on schématise. Madame, مش قاعدين نسمع فيك. سكر دير مساج. وهكا تسمعوا فيها ولا؟ الو؟ لا. كيفاش نعملوا هذا؟ مادام جوج ساعات تقص على خاطر ابيغامون من الكونيكسيون. خاطر الدي بي راهو هذاك علاش خاطر الدي بي ماهوش قوي برشا. دونك جيساي دو ريبيتي. Une inflammation bronchique. La physiopathologie, donc, elle regroupe le bronchospasme, l'hypersécrétion bronchique et l'inflammation bronchique. Et tous les médicaments qui sont prescrits pathologie, ils vont sur l'une ou les plusieurs composantes de cette pathologie. Donc, comme vous voyez ici, concernant la composante bronchique, c'est-à-dire les médicaments qui vont agir sur le bronchospasme. Les bronchodilatateurs. Donc, généralement, il y a trois familles qui vont agir sur le tonus bronchique. Les plus importants ou les plus prescrits ou l'ont un effet bronchodilatateur, les bêta-2 mimétiques. Donc, les bêta-2 mimétiques, essentiellement, comme le nom l'indique, ils vont agir sur les récepteurs bêta-2. Les récepteurs bêta-2, tous les récepteurs bêta-2 de l'arbre bronchique, les grandes branches, les petites bronchioles. Avec Alech, ce qui explique l'effet bronchodilatateur puissant des bêta-2 mimétiques. Autre que les bêta-2 mimétiques, il y a une deuxième famille qui est représentée par un seul médicament qui est sur le marché, la thiophilie. Avec effet moindre sur la bronchodilatation, il y a aussi les anticholinergiques. Mais on va commencer par le cas clinique de l'Ouleni. Donc, je suis obligée de Donc, Madame B, âgée de 67 ans, elle est connue, elle a connu plusieurs épisodes de dyspnée depuis l'enfance. Le diagnostic d'un asthme chronique est établi et les facteurs déclenchants sont mal identifiés. Pendant une dizaine d'années, son médecin traitant lui prescrit le salmétyrol. Salmétyrol, c'est un bêta-2 mimétique. Et du prednisolone. Et là, c'est un corticoïde. Donc, par voie orale, on continue. La gêne respiratoire, elle a été bien améliorée et au point que la patiente, elle a commencé se passer de son traitement. Elle a arrêté une amélioration. Donc, peut-être qu'elle n'a pas la notion que c'est une maladie chronique qui ne guérit pas, mais qui est stabilisée par les traitements. Elle a voulu arrêter son traitement. Donc, il y a 3 jours, elle était ramenée aux urgences pour une crise d'asthme grave. Crise d'asthme grave. Donc, quels sont les médicaments qui doivent être prescrits en urgence chez cette patiente? Les corticoïdes par voie systémique. Les mycolytiques? Non. Les antibiotiques? Non, ce n'est pas l'indication, sauf si le facteur d'exacerbation est une infection bactérienne. Donc, les bêta-2 mimétiques, oui, et le chromoglycate de sodium, ce n'est pas un traitement d'urgence. Donc, je répète, les réponses justes sont les corticoïdes par voie systémique de mimétique. Donc, c'est une patiente qui est asthmatique chronique. Elle était bien stabilisée par bêta-2 mimétique et corticoïdes et le jour au lendemain, elle a arrêté son traitement. Elle est venue aux urgences
avec une crise d'asthme aiguë. Le traitement d'une crise d'asthme grave ou مش grave aiguë essentiel هو les bêta-2 mimétiques par voie inhalée et les corticoïdes, et en plus il y a aussi l'oxygénothérapie اللي هي مش محطوطة لهنا. Donc traitement d'urgence c'est essentiellement les bêta-2 mimétiques et les corticoïdes en deuxième lieu. واضح بالنسبة les étudiants connectés تسمعوا ولا؟ Oui. ما ترقدوش برشا عاد نحبوا حتى انتم que vous participez. Donc deuxième cas, un monsieur âgé de 20 ans, tabagique jardinier, qui consulte son médecin généraliste et se plaint d'épisodes récidivants de soufflement, d'oppression thoracique et de toux. Ils sont accompagnés le plus souvent de sifflements particulièrement à l'effort, que ce soit la nuit ou le petit matin. Le diagnostic d'asthme allergique est évoqué. Donc, quels sont le ou les traitements de première intention qu'on va proposer chez Monsieur Y dans le cadre d'un traitement de fond? Les bêta-2 agonistes, les corticoïdes par voie inhalée, quoi d'autre? Pour le moment, la théophiline, ce n'est pas un traitement de première intention. Donc, en cas, le diagnostic d'asthme est posé, quel que soit le patient, traitement de fond. En dehors de la crise. Donc, maintenant, c'est un traitement de fond. Le traitement de fond, il comporte essentiellement, dans un premier lieu, les bêta-2 mimétiques. S'il n'y a pas amélioration, on peut associer les corticoïdes. Parfois, en même temps, on donne les bêta-2 mimétiques et les corticoïdes dans certaines situations. Donc, c'est un traitement de fond de base chez toutes les formes d'asthme. En cas d'inefficacité, on peut tenter, dans un premier temps, les bêta-2 mimétiques d'action rapide. On peut les substituer de l'OLP, c'est-à-dire les bêta-2 mimétiques allant libération prolongée. Et en cas d'inefficacité, on peut associer un deuxième bronchodilatateur qui est la théophiline. Avec les traitements de fond, en première intention, la théophiline, ce n'est pas son indication. Donc, تشوفوا احنا في الكور هذا راهو معناها جانسيست راهو باش نشوفوا les différentes familles de point de vue pharmacologique. Les indications cas au cas هذا تشوفوه في البنومو. تشوفوا بعتالي ما نعرفش انتم مازلتوا ما قريتوش البنومو، تشوفوا حتى في الكلاسيفيكاسيون دو لازم باش نشوف لازم selon les stades. اللي هي الكلاسيفيكاسيون هذه prend en considération le nombre de crises pendant le jour et la nuit, l'effet de la crise sur la vie courante, que ce soit l'absentéisme scolaire ou la professionnelle, aussi sur plusieurs paramètres de la fonction respiratoire. Donc, le classement de l'asthme, tu as un asthme léger, l'asthme modéré, l'asthme sévère, l'asthme très sévère. Donc, selon le stade, que ce soit on augmente l'arsenal thérapeutique de traitement ou on diminue. وحاجة أخرى زادة تشوف فيها بعتالي في الثيرابيوتيك مثلا un patient qui est classé asthme léger. Il a fait des perturbations ولا في l'asthme modéré ولا l'asthme sévère. باش نعطيوه traitement معناها on va ajouter plus qu'un bronchodilatateur. L'évaluation ديما تكون معناها ديما تكون de façon régulière. ينجم معناها à un certain moment lors d'un facteur d'exacerbation il nécessite l'adjonction d'un deuxième bronchodilatateur. En dehors de ce facteur d'aggravation, il ينجم يرجع للتريتمون initial نتاعو. معناها on peut passer d'un stade à un autre. مش واحد جاء في الستاد نتاع كان في اللازم موديري ولا سيفير يقعد ديما في السيفير، لا ينجم يرجع للكلاس الاولى نتاعو. Donc dans ce cas-là, le traitement de fond, ce sont les bêta-2 inhalés et les corticoïdes par voie inhalée. في هذه زادة تشوفوا حتى بعتالي في البراتيك courante, on peut les associer dans le même dans la même forme. تلقاها un seul inhalateur فيه des bêta-2 mimétiques et des corticoïdes. تشوفوه بعتالي حتى في chez les parents ولا chez les patients في l'hôpital.
Troisième cas clinique, c'est un enfant âgé de 5 ans qui est suivi pour un asthme allergique. Son traitement est à base d'un bronchodilatateur bêta-2 mimétique, les salbutamol, lors de crises. Donc, quel effet est recherché lors du traitement d'une crise d'asthme par le salbutamol? Donc, on a le salbutamol, c'est un bêta-2 mimétique. Donc, son effet, il va être, c'est-à-dire, il va lever les bronchospasmes par inhibition, voilà, par stimulation. Par stimulation du récepteur bêta-2. D'accord, la levée des bronchospasmes par inhibition de la composante vocale, quelle famille thérapeutique? On a les bronchodilatateurs, on a les bronchos bêta-2 mimétiques, on a la thiophiline, les anticholinergiques. Donc, la proposition B, c'est essentiellement pour les anticholinergiques. Donc, en plus de son traitement bronchodilatateur de fond, le médecin, il décide de lui prescrire un antagoniste des récepteurs aux antileucotriènes. Donc, parmi ces médicaments, lequel qui a cette propriété? Donc, pour commencer, le bromure du pratropium, c'est un... Donc, il a surtout un effet bronchodilatateur. La thiophiline, bronchodilatatrice, elle a aussi un effet anti-inflammatoire. Le montelukast, donc le médicament qui a la propriété d'antagoniser les récepteurs de leucotriène. Donc, il a un effet essentiellement anti-inflammatoire. Pour le chromoglycate de sodium, c'est un inhibiteur de la dégranulation mastocytaire, ainsi que les kétoptyphènes. Donc, la proposition juste, c'est le montelukast. Et on change un peu. Maintenant, on va passer au traitement de la tuberculose. Ça se m'embête, tuberculose, voilà. B. Donc, Madame N, âgée de 35 ans, hospitalisée pour prise en charge d'une tuberculose ganglionnaire. Essentiellement, la tuberculose, les deux formes les plus connues, c'est essentiellement la tuberculose pulmonaire et la ganglionnaire. Donc, le traitement antituberculeux sous sa forme combinée, c'est-à-dire, forme combinée. Les 4 antituberculeux dans un même comprimé. Donc, pourquoi on a tenté de les rassembler dans un seul comprimé? Essentiellement, pourquoi? On cherche quoi? Diminuer la prise des médicaments. Oui, et encore? Une bonne efficacité. L'efficacité, c'est la même. Prévenir l'apparition de bacilles multirésistants. Là. C'est à part ça, essentiellement pour augmenter l'observance. Les antituberculeux, et donc, le médicament à part, c'est presque pour un adulte normal, à peu près une vingtaine de comprimés par jour. Donc, imaginez si un patient qui prend 20 comprimés par jour par rapport à un patient qui prend 3 ou 4 comprimés par jour. Donc, l'observance, elle sera meilleure pour celui qui prend moins de comprimés par jour. Donc, c'est essentiellement pour cette raison qu'on a trouvé la forme recombinée des antituberculeux. Elle a des autres que les avantages, un inconvénient important. Donc, l'examen clinique. L'impossibilité de moduler les doses. C'est ça. Donc, dès les premiers jours du traitement, la patiente, elle se plaint de troubles digestifs à type de nausée. L'examen clinique est sans particularité. Donc, votre conduite immédiate serait d'arrêter le traitement HRZ2? Non. D'associer un traitement antiémétique? Oui.
d'insister sur la prise des antituberculeux avec le repas. Essentiellement, la prise des antituberculeux, c'est quand? À jeun. C'est essentiellement, on les prend à jeun. Donc, demander une échographie abdominale, c'est pas le moment devant des simples nausées. C'est connu, les antituberculeux, il y a des nausées, des troubles digestifs, donc c'est pas la peine de demander une échographie abdominale. D'associer un anti-ulcéreux, c'est pas l'indication, c'est pas un ulcère, donc c'est pas l'indication. Donc, devant des simples nausées, généralement, on n'arrête pas le traitement. Il faut rassurer les patients, il ne faut pas arrêter le traitement. Il faut conseiller de les prendre surtout les médicaments à jeun et avec un traitement symptomatique. Généralement, ça disparaît au fur et à mesure. Donc, votre patiente, après 7 jours sous HZRE, elle reconsulte aux urgences après 3 semaines pour des douleurs abdominales et un ictère cutanéo-muqueux. Le bilan biologique, il va montrer une cytolyse hépatique avec des alates à 7 fois la normale et des azates à 6 fois la normale et une cholestase. L'échographie abdominale est sans anomalie. Ici, pourquoi on a fait l'échographie abdominale? À la recherche de quoi? هي عندها les signes cliniques de cholestase. D'un obstacle sur le voie biliaire. Donc, l'échographie abdominale, il n'y a pas d'obstacle, c'est sans particularité. Donc, sachant que le bilan hépatique pré-thérapeutique, il était normal. C'est-à-dire, avant le démarrage du traitement antituberculeux, le bilan hépatique était normal. Donc, vous évoquez en premier lieu une hépatite C, une hépatite B, une hépatite médicamenteuse, une hépatite auto-immune ou une cholécystite aiguë. Allez. Hépatite médicamenteuse. Donc, on évoque en premier lieu une hépatite médicamenteuse. Allez, on évoque déjà un bilan pré-thérapeutique qui est normal et le délai aussi, il est compatible avec la prise des médicaments. Elle est sous antituberculeux depuis 5 semaines ou 3 semaines. Et en plus, devant les signes d'ictère, on a demandé une échographie abdominale et elle est sans anomalie. Donc, il faut penser systématiquement à l'origine médicamenteuse de cette atteinte hépatique. Maintenant, quels sont parmi les antituberculeux de la forme associée les plus incriminés dans la genèse de l'atteinte hépatique? Par ordre de croissance, décroissant, le plus incriminé. L'isoniazide. Donc, il est connu, c'est un antituberculeux qui est hépatotoxique. La rifampicine aussi, elle seule, elle peut donner des atteintes hépatiques. Et l'association à l'INH, elle favorise l'atteinte hépatique causée par l'INH. Pourquoi? Les étudiants en ligne. Pourquoi la rifampicine favorise l'atteinte hépatique de l'INH? La question, pourquoi l'association de la rifampicine à l'INH, elle favorise l'atteinte hépatique de l'INH? خاطر معناها les effets indésirables تاع الريفامبيسين عندنا hépatotoxicité. Autre que ça. Inducteur enzymatique. Un effet indésirable additif, sommatif. Les deux, ils sont hépatotoxiques. L'association, elle favorise les atteintes hépatiques. Bien, d'une part, c'est ça. Mais ce que je cherche, c'est autre chose. Inducteur enzymatique, madame rifampicine. Donc, il va favoriser quoi? Le métabolisme de l'INH. Et alors? Donc, elle est plus acétylée, donc elle est plus active. Le forme actif, toi, elle est active, donc l'effet secondaire, puis elle est active. Bon, Meloul, c'est ça, mais
l'explication c'est un peu différente. Donc la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique. Donc il va favoriser la dégradation ou le métabolisme de l'INH. Outre, dans la normale, la dégradation de l'INH, elle va vous donner des métabolites. L'un des métabolites, le plus hépatotoxique. Chez un sujet normal, fait les doses normales, l'organisme il peut se débarrasser de cette forme toxique de l'INH. Mais lorsqu'il s'agit d'un patient qui est atteint génétiquement, les voies de détoxification de ce métabolite toxique, ils sont atteintes. Ou elle a l'association d'autres médicaments qui sont hépatotoxiques. Ou elle a l'association des inducteurs enzymatiques. La quantité de métabolite toxique, l'INH, il va augmenter. Il va dépasser de loin les voies normaux du conjugaison et le métabolite toxique. Donc, c'est pour cela l'association de la rifampicine et de l'INH, elle est plus toxique que l'INH donné seul ou la rifampicine donnée toute seule. Ben, autre que l'INH et la rifampicine, quel est l'autre antituberculeux qui peut aussi donner une atteinte hépatique? Le pyrazinamide. باهي باش نقعدوا في الكا كلينيك هذايا تو بعتلي تشوفوا في الكلينيك في لي ستاج بون او موان الا باش يتعداو باللي سيرفيس دو بنيومو ولا دو ميديسين انترن ولا نتاع الانفكسيوز او موان باش يجي نهار وباش تشوفوا ان باسيون كيما هكا معناها كو سو سوا هما بكلهم حتى توا لا بلوبار دو باسيون ياخذوا في الفورم كومبيني c'est-à-dire tous les antituberculeux de même comprimé. Dans ce cas-là, ben, quelle est la conduite? On a un patient, il y a une forme combinée, on a une hépatite médicamenteuse qui est un peu grave, qui dépasse les 7 fois la normale, les alates et les azates. Donc, dans un premier temps, on va arrêter le traitement combiné. Ben, je sais un laps de temps jusqu'à ce que le patient il va rechuter ses azates ou il revient à la normale. Une fois il est le bilan hépatique il essaie de normaliser. On doit quand même réinitialiser le traitement antituberculeux. Ben, حسب رايكم كيفاش باش نعملوا؟ لوجيكمون باش نرجعوا لا فورم كومبيني باش نقصوا في الدوز باش نرجعوا كيفاه دونك لوجيكمون اون فا ريانترودي باش نرجعوا للفورم سيكونسيال دون لي كا هذوما essentiellement les effets indésirables qui sont graves que ce soit les hépatites ou les atteintes cutanées graves. Donc dans ces cas-là on doit arrêter le traitement ou faire le rétablissement lors de la réintroduction du traitement on est obligé de réintroduire les formes combinées. C'est-à-dire, on va commencer par l'antituberculeux le moins incriminé, fait genèse de l'effet indésirable avec. Donc, où la conduite, ensuite, elle se discute selon la surveillance ou au cas par cas. Oui? On peut donner quoi? Et alors généralement tu vois la tuberculose راهو لازم quadrithérapie c'est essentiel. C'est un germe qui est résistant ما نجموش نعطيو بيثيرابي ما نجموش نعطيو ونقصوا زاد حتى déjà هو حتى la ou la réintroduction du médicament il favorise la résistance bactérienne. Donc on est obligé la quadrithérapie fait tuberculose que ce soit oculaire ou pulmonaire ou ganglionnaire elle s'impose quel que soit le cas. Déjà احنا حتى en cas d'effet indésirable grave معناها bon l'akthariyya le problème عرضنا وقت اللي يبدا فما des manifestations cutanées immunoallergiques qui sont très graves معناها Dress syndrome ولا des toxidermies bulleuses ولا حاجه وقتها on est obligé on va arrêter le médicament en cause ونقعدوا بالتريثيرابي فما برشا دي بروسيدور
ساعات نطولوا معناها on doit prolonger la durée في عود 12 mois تولي 16 mois. خاطر هذاك كله على خاطر c'est un germe qui est vraiment très spécial ou très résistant. Donc on ne peut pas donner 2 seuls médicaments ou 3 ou حاجة. Essentiellement quadrithérapie. On peut la rattraper. Bon, هو الحقيقة معناها حتى في les années 2000 وكل par rapport à 2020 نحسوا فما une augmentation de prévalence. فما une augmentation de prévalence وخاصة زاد les formes ganglionnaires اللي قاعدين يظهروا برشا. C'est pas les formes pulmonaires. Essentiellement les formes ganglionnaires bon يتسموا multirésistantes. Ou des sujets jeunes ou ماهمش immunodéprimés. Bon. C'est يمكن تطيح شوية. Mais ça existe, le risque ça existe. Ben, on passe à la question suivante. L'INH. Donc, l'INH est un antituberculeux bactériostatique. شو الفرق بين un antibiotique voilà antituberculeux bactériostatique ou bactéricide? Il diminue essentiellement la multiplication. Donc, باش تشديها هذه une fois pour toutes. بالنسبة les antituberculeux de première intention. رانا نحكيو ديما على les antituberculeux de première intention اللي هما détaillés في الكور هذا. فما d'autres médicaments عندهم un effet une activité ou une action ou un effet antituberculeux qui sont de deuxième intention, c'est pas de première intention. L'INH, la rifampicine, pyrazinamide, كلهم bactéricides. فما كان les tombutol bactériostatiques. Les tombutol qui est bactériostatique. L'INH, la rifampicine, pyrazinamide, les trois sont bactériostatiques. Sauf في الكوادريثيرابي فما كان لي بكتيريسيد في الكوادريثيرابي فما كان لي تومبيتول qui est bactériostatique. Donc l'INH est un antituberculeux bactériostatique, c'est faux. Il a une faible biodisponibilité par voie orale. C'est faux. Elle est très bonne la biodisponibilité aux alentours de 90%. Donc il a un métabolisme hépatique qui va dépendre du profil acétylure du patient. Oui, donc FAMA, des patients qui ont un profil acétylure lent ou FAMA, des patients qui ont un profil acétylure rapide. شنو la différence? C'est une معناها l'effet acétylure, ça dépend des gènes, des enzymes qui vont métaboliser l'INH. D'accord? Chez un acétylure lent, شنو الريسك؟ Chez un acétylure lent, c'est-à-dire il ne va pas métaboliser ou la diminution du métabolisme de l'INH. شنو الريسك عنده؟ Une neuropathie périphérique? L'augmentation, généralement c'est l'augmentation des effets indésirables. Donc, un médicament, يقعد برشا في l'organisme, son métabolisme est inhibé, donc le risque majeur c'est l'augmentation des effets indésirables. Dans ce cas-là, qui نبدا عندنا احنا البروفيل على الباتيون تاعنا, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner une dose augmentée par rapport à un sujet normal ou la diminuer. Une dose diminuée par rapport à un sujet normal. Maintenant, si un sujet il a un profil acétylure rapide, وشنو الريسك dans ce cas-là? كنعطيوه نفس الدوزة par rapport à un acétylure normal. Inefficacité. Inefficacité thérapeutique. Donc, dans ce cas-là, on doit augmenter un peu le dose par rapport à un sujet normal. Donc, il faut retenir que le métabolisme de l'INH, il va dépendre essentiellement du profil acétylure du patient. Donc, dans certaines situations, on demande systématiquement le profil acétylure ou généralement, lorsqu'il n'y a pas d'atteinte chronique,
essentiellement pas de maladie hépatique, pas d'alcoolisme chronique important. Il ne s'agit pas d'un sujet qui est très maigre, qui est polytaré. On ne demande pas systématiquement. Donc, l'INH est hépatotoxique. Oui. Il peut induire des neuropathies périphériques. Donc, la précaution. Enfin, une précaution qu'on prend par rapport à cet effet indésirable. Donc, on doit supplémenter essentiellement par la vitamine B6, surtout chez les sujets âgés, diabétiques et tout ça. Les fourmillements, les engourdissements, tous les signes sémiologiques d'une neuropathie périphérique. On a l'atteinte des nerfs périphériques, ce n'est pas central. La rifampicine maintenant. Donc, elle peut induire une hépatite cholestatique. Oui. Elle peut induire une névrite optique rétrobulbaire. Donc, quel est l'antituberculeux qui peut induire cet effet indésirable? Pour les étudiants connectés, l'éthambutol. L'éthambutol qui peut induire des effets indésirables oculaires qui se traduisent essentiellement par une diminution de la vision, une perturbation de la vision de couleur et dans un cas extrême, la névrite optique rétrobulbaire avec diminution brutale de l'acuité visuelle. Donc, la rifampicine peut induire des troubles digestifs. Oui, donc, presque tous les antituberculeux ils peuvent induire des troubles digestifs. Elle peut induire un syndrome pseudo-grippal. Oui ou non? Donc, c'est essentiellement au début du traitement. Le syndrome pseudo-grippal en cas d'absence de signes de malignité. Donc, on peut, c'est pas nécessaire d'arrêter le traitement, on peut continuer le traitement. Donc, la rifampicine, elle peut colorer les urines en rouge mimant une hématurie. Oui, en fait, elle peut colorer toutes les sécrétions. Donc, il faut se méfier, il faut aussi dire ça aux patients pour qu'ils n'arrêtent pas et qu'ils ne soient pas surtout terrifiés de cet effet indésirable. Donc, la rifampicine, elle peut induire tous les effets indésirables ci-dessous, sauf la névrite optique rétrobulbaire qui est essentiellement un effet indésirable de l'éthambutol. Maintenant, on va changer un peu des familles thérapeutiques. On va parler des antitussifs, que ce soit mucolytiques ou antitussifs. La bromoxine, elle est le bisolvant essentiellement. Donc, est un bronchodilatateur? Non. Est un mucolytique? Oui. Il a un effet antitussif. Il peut diminuer la viscosité des sécrétions bronchiques. Donc, c'est l'effet recherché dans certaines pathologies. Il est contre-indiqué chez les enfants moins de 2 ans. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a le risque. C'est un mucolytique. Son mécanisme, il va diminuer la viscosité. Les sécrétions bronchiques, ils deviennent donc abondantes. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet qui ne peut pas ressortir, expectorer convenablement, il y a le risque d'inondation bronchique. Donc, autrefois, il était prescrit, ou c'est récemment, les dernières années, qu'il ait été contre-indiqué chez les nourrissons et les enfants inférieurs à 2 ans. Les antitussifs opiacés. Je m'en ai opiacé ça. Non. Donc, les antitussifs opiacés, le mot opiacé, c'est synonyme de quoi? Je crois morphinique. Morphinique. C'est essentiellement ça. Donc, puisqu'ils ce sont des dérivés morphiniques, donc ils vont partager tous les effets indésirables des morphiniques. Donc, il y a NUD
كامل على les antalgiques morphiniques. Donc les antitussifs opiacés, ils inhibent les centres de la toux. Ce sont des antitussifs centraux. Ils sont dépourvus d'effets toxicomanogènes. Non, donc tout dérivé opiacé, il y a le risque d'effet toxicomanogène. Bon, c'est vrai qu'il se manifeste à des doses importantes avec une utilisation prolongée, mais quand même le risque, il est là. Ils sont contre-indiqués dans le traitement de la toux sèche. C'est l'indication, c'est leur indication. Ils peuvent aggraver un asthme. Par quel mécanisme? Augmentation des sécrétions. Et, bronchiques. là. Dépression respiratoire. Dépression respiratoire. Et encore, essentiellement parce que les chapitres les morphiniques, ils ont un effet bronchoconstricteur. Donc, ils vont aggraver toute maladie asthmatique. Donc, et les antitussifs opiacés sont prescrits sans risque en cas de BPCO. Donc, c'est le risque de bronchospasme et d'insuffisance respiratoire. Donc, il faut se méfier des antitussifs opiacés. C'est un traitement symptomatique, mais il faut se méfier de ses effets indésirables. Surtout chez les patients qui les utilisent fréquemment avec de fortes doses, ça peut donner des effets indésirables qui sont redoutables. Mais on retourne un peu sur le bronchodilatateur. Le salbutamol a un effet bronchoconstricteur. Non. Un effet bronchodilatateur. Il peut aggraver un angor. Oui. Par quel effet? À forte dose. Hein? Stimulation alpha 1. مش alpha 1. Bêta 1. Bêta 1. La sélection, elle se perd en cas d'augmentation de dose. Donc, il peut induire une bradycardie. Essentiellement, c'est une tachycardie en cas de surdosage. Il peut induire une hypocalémie. Par quel mécanisme? Par perte, par redistribution des ions K+. Donc, les bêta-2 mimétiques, ils vont stimuler la pompe Na plus K+, et donc ils vont favoriser la rentrée de K+ en intracellulaire. Le salbutamol est indiqué dans le traitement de la crise d'asthme. Oui. Mais si on retourne maintenant sur les effets indésirables des bêta-2 mimétiques, d'une façon générale, salbutamol ou autre, essentiellement les effets indésirables, ça, il faut tenir que les bêta-2 mimétiques, ce sont des médicaments à marge thérapeutique étroite ou à la large. Large. علاش étroite الأقل étroite. Donc les bêta-2 mimétiques, heureusement, ce sont des médicaments à marge thérapeutique large. تشوفوا كان مثلا نشوفوا مرة une crise d'asthme في l'urgence, تشوفوا les nébulisations ils sont fréquemment répétées حتى une dizaine de fois à 10 minutes ou à 20 minutes d'intervalle. Avec علاش خاطر معناها حتى on augmente les doses des effets indésirables systémiques, ils sont peu notés. Donc, ce sont des bronchodilatateurs à marge thérapeutique qui est large, contrairement à la thiophiline. Thiophiline, c'est un bronchodilatateur qui a une marge thérapeutique étroite, معناها des faibles variations. On peut tomber dans le surdosage ou les effets indésirables et même effets indésirables qui vont causer le décès. Donc, les bêta-2 mimétiques, ce sont des bronchodilatateurs puissants. Ils ont une marge thérapeutique qui est très large. Mais parmi les effets indésirables, l'hypocalémie, la dysrégulation intracémique, les troubles de rythme, les tachycardies, hein, les tremblements. Un autre effet. Diminution de l'effet bronchodilatateur. Diminution de l'effet thérapeutique à longue durée. Donc, on peut expliquer, on peut expliquer cet effet-là.
Comme vous savez, toute stimulation prolongée des récepteurs, elle va donner un épuisement thérapeutique. Donc, cet épuisement, si on l'explique sur le terme cliniquement, pour lutter contre cet épuisement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour avoir le même effet, on doit augmenter le dose. Donc, avec علاش l'association du corticoïde, elle atténue cet effet indésirable. La théophilie est un dérivé atropinique. Elle a un effet bronchodilatateur. C'est une base xanthique. Elle peut induire une hypocalémie. Elle peut induire des troubles du rythme cardiaque. Mais, autre que ces effets indésirables, qu'est-ce qu'elle peut induire? Sur le système nerveux central. Elle peut induire des troubles neurologiques, surtout en cas de surdosage, qui peuvent varier du simple agitation, insomnie, à confusion ou syndrome confusionnel. Juste les effets indésirables. Comme un astuce, tous les médicaments utilisés en asthme, ils peuvent donner l'hypocalémie, que ce soit les bronchodilatateurs, que ce soit la thiophiline, que ce soit les corticoïdes. Tous les médicaments de l'asthme, essentiellement en cas de surdosage, ils peuvent donner une hypocalémie. Une forme particulière des corticoïdes, ce sont les corticoïdes par voie inhalée. Juste, je reviens sur les corticoïdes. Généralement, dans les maladies asthmatiques, on a les corticoïdes par voie inhalée. Sauf donc, en cas des exacerbations, le risque d'asthme aigu grave ou l'infection, une exacerbation de l'asthme, on peut donner les corticoïdes par voie systémique, orale, c'est essentiellement orale, pendant une durée de 5 à 7 jours. Les corticoïdes par voie inhalée, généralement, les effets indésirables systémiques, ils sont très peu notifiés. معناها corticoïdes par voie orale systémique qui par voie inhalée. Les effets indésirables, ça diffère un peu. Les corticoïdes par voie inhalée, ils ont un effet bronchodilatateur. Agissent sur l'inflammation bronchique. Pour ceux qui sont connectés, potentialisent l'effet des bêta-2 agonistes. Ils peuvent induire une raucité de voix. Inhalée. نحكيو على corticoïdes par voie inhalée. Oui. Sont indiqués dans le traitement de fond de la maladie asthmatique. معناها les réponses justes شنو معناتها؟ Sauf le A, madame. الأقل A صحيح. علاش A صحيح؟ Sauf A, sauf A. مش A صحيح. sauf A. لهنا فما شكون قال A صحيحة. Donc tous les effets sont justes, toutes les propositions sont justes, sauf le A. هو généralement les corticoïdes, un autre idée على les glycocorticoïdes. Ça sera plus détaillé que ça. Généralement, mécanisme d'action des corticoïdes, ils agissent où? Pour expliquer l'effet anti-inflammatoire. Sur les mastocytes. Plus précisément. Il inhibe la diapédèse. Il inhibe quoi? La diapédèse. Et il inhibe pas la dégranulation. Ou si on creuse encore dans les mécanismes d'action, les lieux d'action. L'acide
Ben, oui, il va agir sur le 2. Donc, c'est essentiellement, il va agir sur le phospholipase A2. Les phospholipides membranaires, le phospholipase en acide arachidonique, c'est en amont de l'acide arachidonique. Donc, avec Alej, c'est qui explique l'effet anti-inflammatoire important du corticoïde. À la fois, il va inhiber la cyclooxygénase et la lipooxygénase. Mouchkima, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils vont agir essentiellement à la cyclooxygénase. واضح شوي mais on va détailler تشوفوا بعتلي في الكور نتاع les glucocorticoïdes. Mais essentiellement l'effet anti-inflammatoire c'est dû à l'inhibition ou le blocage de la sécrétion de prostaglandine, leucotriène et thromboxane A2. Deuxième partie, les médicaments utilisés dans la pathologie digestive. En fait, il y a plusieurs chapitres, les traitements symptomatiques de la constipation, de la diarrhée, les antispasmodiques, les antiémétiques et les antiacides antisécrétoires et anti-ulcéreux. Donc, on va commencer par le cas clinique Louleni, une femme âgée de 37 ans qui consulte pour des épigastralgies évoluant depuis 2 mois. Une fibroscopie digestive objective des ulcérations au niveau gastrique et pylorique. La recherche d'hélicobactères était positive. Donc, un effet antisécrétoire peut être obtenu par la physiologie, la sécrétion de acide au niveau de l'estomac. Elle est stimulée par la pompe H+, K+. Pompe Hein? Elles sont stimulées par la gastrite. Et encore? L'histamine. Et encore? Par la présence de l'hélicobacter pylori. Ben, la maladie ulcéreuse, il y a l'association de deux mains. Essentiellement l'hypersécrétion acide qui peut être favorisée ou non par l'hélicobacter pylori. Mais l'effet sécrétoire HCl au niveau gastrique, c'est essentiellement, il est stimulé par la gastrine, l'histamine, l'acétylcholine et à moindre degré aussi les prostaglandines qui inhibent cette sécrétion. juste نعرف الشما هذا محطوط عندكم في الكور ولا mais comme vous voyez ici donc la sécrétion la libération des ions H+, ils sont stimulés par par l'histamine, la gastrine. Et donc, les médicaments qui ont un effet antisécrétoire, c'est essentiellement, ils vont agir à un de ces niveaux-là. C'est-à-dire les médicaments qui ont un effet antihistaminique H2, ou qui vont agir essentiellement au niveau de la pompe en inhibant cette pompe. Il y a aussi les analogues de prostaglandine. Donc, comme vous voyez, le schéma les prostaglandines ont double action protectrice. En fait, ils vont augmenter la sécrétion de mucus qui va tamponner l'acidité gastrique et à la fois, ils inhibent aussi la sécrétion acide par les cellules pariétales. L'acétylcholine augmente. L'acétylcholine, il va augmenter la sécrétion de la gastrine d'une façon indirecte. Il augmente la sécrétion acide. Donc, un effet antisécrétoire peut être obtenu par un agoniste des récepteurs H1 de l'histamine. H1. H2. Donc, c'est H2, ce n'est pas un agoniste, c'est un antagoniste. Donc, un antagoniste sélectif des récepteurs H2 de l'histamine, c'est vrai. Un inhibiteur spécifique de la pompe à protons, oui. Un agoniste cholinergique,
Donc, généralement, même si l'effet, il est là, elle doit être antagoniste cholinergique, ce n'est pas un agoniste. Et il peut être aussi obtenu par un analogue de la prostaglandine E1. C'est juste. بربي juste في البوليكوب يظهر لي محطوطة بالنسبة Anticholinergique muscarinique, c'est normalement c'est juste. un agoniste. Là, c'est un Non, antagoniste. c'est un anticholinergique. Ouais. Donc, la proposition 2, c'est faux. Juste pour la proposition E. في البوليكوب عندكم الميزوبروستول c'est un analogue de la prostaglandine E2 يظهر لي في البوليكوب محطوطة E2 صلحها E1 c'est E1 c'est un analogue des prostaglandines E1 juste vous rectifiez بربي في البوليكوب misoprostol c'est un analogue de la prostaglandine E1 donc les propositions justes le B le C et le E. Donc, son médecin lui prescrit une cure d'antibiothérapie et un antisécrétoire. تشوفوا بعتالي في التريتمون de la maladie ulcéreuse في الجاسترو تشوفوا حتى des ordonnances typiques. Généralement, en présence d'hélicobactères, on associe une triple antibiothérapie à un traitement antisécrétoire. Bon, حتى في الفورم هذه نتاع الألسير triple antibiothérapie فما توا des comprimés qui sont recombinés معناها في عودش ياخذ 3 antibiotiques ياخذ des comprimés qui sont recombinés. ما نعرفش في الفورم في تونس موجودة ولا مي في فرنسا موجودة. Donc مازالوا موجودة. Donc son médecin lui prescrit une cure d'antibiothérapie et un antisécrétoire l'oméprazole. Donc l'oméprazole a une action, sachons l'oméprazole si on les classifie. C'est un inhibiteur de la pompe à proton. Il a une action antisécrétoire dose dépendante. Oui, l'effet antisécrétoire, il dépend de la dose. Il entraîne une inhibition réversible de la pompe à proton. Donc, c'est une inhibition irréversible qui peut expliquer non. En fait, les IPP, ils vont se lier à une sous-unité de la pompe à proton d'une façon irréversible. معناها l'effet هذاك يقعد presque aux alentours 18h 20h يقعد jusqu'au renouvellement نتاع les sous-unités هذاك علاش généralement les IPP ناخذوهم une prise unique par jour خاطر l'effet نتاعهم il est long معناها l'effet نتاعهم il persiste jusqu'au renouvellement نتاع les sous-unités des pompes à proton ذاك علاش ديما تلقاها ان IPP تاخذ مره بركه في النهار. Il peut induire une réaction allergique. Tout médicament peut induire une réaction allergique. Il peut favoriser le développement des bactéries dans l'estomac. Donc, tous les anti-ulcéreux ou les anti-sécrétoires, ils favorisent le développement des bactéries dans l'estomac. Pourquoi? Ils diminuent tout simplement l'acidité. Donc, l'oméprazole, il peut être indiqué comme traitement préventif des lésions digestives qui sont dues aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est parmi les médicaments qu'on peut donner aussi lors des ulcères médicamenteux induits par les AINS. Donc, les propositions justes sont tous sauf le B. C'est une inhibition irréversible. Deuxième cas clinique, une femme âgée de 33 ans qui présente un cancer du col de l'utérus localement avancé, qui a reçu une chimiothérapie par cisplatine. Donc, son oncologue lui prescrit un cétran, l'ondansetron, comme traitement anti-émétique préventif. Les cétrans, pardon, pour les traitements anti-émétifs, voilà, anti-vomitifs, comme vous voulez. Donc, on dispose de plusieurs classes. Allez, citer. Antagoniste de la poudre de panier. Les cétrons. Oui. Antagoniste des récepteurs NK1. Oui. Pardon.
Les cétrons sont des antagonistes sélectifs des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. Agonistes ou les antagonistes? Antagonistes, donc c'est une proposition vraie. Sont des antagonistes des récepteurs NK1 de la substance P. Sont actuellement les dérivés les plus actifs contre les vomissements de la chimiothérapie anticancéreuse. Ils sont inutiles en cas de nausées et de vomissements post-opératoires. Ils peuvent être, c'est une indication. L'association avec les corticoïdes, elle potentialise l'effet anti-émétisant. Donc, c'est vrai, mais généralement, il n'y a pas d'explication. C'est juste des observations qu'on a notifiées chez les patients qu'on associe les corticoïdes et les cétrons. Donc, les réponses justes sont A, C et E. Troisième cas clinique, un monsieur âgé de 60 ans qui est suivi pour une maladie de Parkinson. Ça fait une maladie de Parkinson, voilà. B. Son médecin lui prescrit la L-Dopa. Donc, 3 semaines plus tard, il consulte pour des nausées et des vomissements qui sont très fréquents. Je vous battre le DG les anti-parkinsoniens. La L-Dopa, parmi les effets indésirables les plus fréquents ou les plus gênants, ce sont les vomissements. Donc, lequel parmi les médicaments anti-émétiques suivants qui devrait être évité chez ces patients? Ça, des médicaments, on est d'accord, des médicaments anti-vomitifs. Les antagonistes de la dopamine. B. Et plus précisément, métoclopramine ou dompéridone. موافقين حضور موافق. C'est essentiellement donc la métoclopramine. Bon, c'est un raisonnement logique. Quand les antidopaminergiques, c'est logique. Mais essentiellement, c'est la métoclopramine qu'on doit éviter. Entre les deux, la dompéridone et la métoclopramine, il y en a un qui passe la barrière hémato-encéphalique et il y en a un qui généralement ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. En fait, c'est la métoclopramine qui passe la barrière hémato-encéphalique et qu'on doit éviter chez les maladies, les malades atteints de la maladie de Parkinson. Donc, le passage de la barrière hémato-encéphalique, il y a deux effets qui vont y résulter. Il y aura une aggravation des symptômes de la maladie de Parkinson, essentiellement les dyskinésies, et il y a aussi un effet s'opposant aux effets centraux de la L-Dopa. Lorsque un antidopaminergique il passe la barrière hémato-encéphalique, il va récupérer, prendre la place au niveau des récepteurs dopaminergiques. L-Dopa, elle ne trouve pas de récepteurs pour agir. L-Dopa, il va y avoir une diminution de l'efficacité. Donc, c'est pour cela qu'on essaye d'éviter la métoclopramine chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. On va changer maintenant un peu à propos des médicaments laxatifs. Les traitements contre la constipation, c'est un traitement symptomatique qui généralement ne doit pas dépasser quelques jours et surtout lors de la prescription d'un médicament laxatif, il faut s'assurer d'une chose qui représente presque la contre-indication de tous ces médicaments-là. Il faut s'assurer de l'absence d'une obstruction intestinale, tumeur ou autre. Voilà, occlusion, voilà, haja. Pourquoi, madame? نعم. Pourquoi, madame Blé? يا أخي عندك obstruction باش تعطي un laxatif, une tumeur, معناها tu cherches quoi? Il va s'exploser, غادي يعطيك une péritonite. Donc, il faut s'assurer avec علاش déjà fait les contre-indications des médicaments laxatifs. La première contre-indication, c'est l'occlusion ou l'obstruction intestinale. Donc, les laxatifs osmotiques, ils peuvent entraîner une importante perte d'eau. C'est vrai.
L'huile de paraffine, il peut induire une malabsorption de vitamine K en cas d'utilisation prolongée. L'huile de paraffine, à quelle classe il appartient? Les laxatifs osmotiques, Non, humidifiants. lubrifiant. Lubrifiant, voilà, émulsifiant. Ou autre que la malabsorption de vitamine K, c'est essentiellement, on craint quoi aussi? Pneumopathie d'inhalation. L'hémorragie? Oui, d'inhalation, surtout chez les sujets allaités. Donc, il faut se méfier chez les sujets âgés, allaités, il faut se méfier de l'huile de paraffine. Donc, la voie rectale est à éviter en cas de poussée hémorroïdaire. Oui. Les laxatifs, ils peuvent être prescrits sans risque en cas d'obstruction intestinale. Donc, c'est contre-indiqué. Les parasympathomimétiques peuvent être indiqués en cas d'atonie intestinale post-opératoire. Donc, c'est presque la seule indication. Donc, dans les simples, comme traitement laxatif simple, on ne prescrit pas les parasympathomimétiques à cause des effets indésirables secondaires. Donc, c'est la seule indication en cas d'atonie intestinale post-opératoire avec des traitements qui sont en bref, de courte durée. Donc, le loperamide est un laxatif, est un dérivé opiacé, c'est-à-dire, il dit opiacé, dit morphinique, il dit morphinique, dit tous les effets indésirables du morphinique. Donc, peut induire une dépression respiratoire à forte dose, oui. Il peut induire un ileus paralytique, oui. Il peut aggraver une diarrhée aiguë à germe invasif, oui. Oui. Essentiellement, non. L'opéramide le plus incriminé. Essentiellement, celui le plus incriminé. Bon, ديما في الكا دو لوبيراميد نقعد ديما نحكي على ان كا ريال على اني شفته في السبيطار. Donc c'est un patient asthmatique عنده une diarrhée. L'opéramide, le médecin lui a prescrit un comprimé 3 fois par jour et lui il a pris 3 comprimés 3 fois par jour. Donc GF et crise, insuffisance respiratoire. Tout simplement. Donc, il faut se méfier chez les patients, que ce soit asthmatique, bronchitique chronique. Il faut se méfier des traitements qui sont des dérivés opiacés. Il y a un traitement, qui m'a chauffé les antitussifs, qui m'a l'opéramide, c'est un traitement symptomatique. Lors de la prescription, il faut conseiller ou insister que le patient ne dépasse pas les doses prescrites. Surtout les sujets particuliers qui ont les asthmatiques, bronchitique chronique. Parmi les médicaments suivants, lesquels ont un effet anti-sécrétoire H2. Allez-y, les étudiants connectés. C'est à vous la question. Madame, les camloptidine, cimétidine, ranitidine. Les cimétidines et la ranitidine. Donc, la misoprostol, c'est un analogue ou un antagoniste de prostaglandine. C'est un analogue. L'oméprazole, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. Et l'hydroxyde d'aluminium, c'est une solution antiacide. B. Les antihistaminiques H2. Il inhibe la sécrétion acide gastrique. Oui. Ils ont un effet anti-allergique. C'est essentiellement les antihistaminiques H1 qui ont un effet anti-allergique. Donc, ils peuvent avoir un effet inhibiteur enzymatique. Oui. Donc, il faut se méfier en cas d'association médicamenteuse. Ils sont contre-indiqués dans le traitement du reflux gastro-œsophagien. C'est une parmi les indications. Donc, ils peuvent induire une bradycardie. Donc, les réponses justes sont le A, le C et le
Donc, un patient âgé de 36 ans traité pour ulcère gastro-duodénal consulte pour une gynécomastie médicamenteuse parmi les médicaments suivants, lequel qui peut être à l'origine de cet effet indésirable. Donc, c'est essentiellement la cimetidine. Parce que les anti-H2 et les anciens anti-H2, qui est cimetidine, ça peut donner ces troubles, cet effet indésirable. فما دي كيستيون زابيناهما في السيرية ولا هاكم هما هذوك هما باهي فما سيسا ben si c'est des مع نحاوها وعاودوها بخير حطت مع الكور هذه هي اللي ناخذوا بها مش سيري عمناو سيري متاع الكور هذه اللي تحطت السنة في الكور البارتي الأولى جوست قولوا لي هناهي نتاع تيوفيلينا اي شبيها باهي اش عندكم فيها تراه شكون يقرا لي السيس نتاع السيري اقرا لي ترى اي 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 une demi plasmatique variable avec l'âge, une toxicité neurologique en cas de douleur. ولا عديناها احنا في الديابو مش نفسها ليه ميساج مش جست بالنسبه للي عنده هذه نتاع سيري دو دي هذيك لي بروبوزيسيون جست هما كلهم سوف لو ا donc sont tous juste marge thérapeutique étéroide donc on a insisté une variation interindividuelle donc c'est-à-dire qu'elle varie selon les individus une demi-vie variable avec l'âge donc elle est plus longue essentiellement chez les sujets jeunes ou prématurés et la toxicité neurologique en cas de surdosage. Donc, les propositions كلهم صحاح إلا الA في السيس اللي على السيرية هذيك. Parmi maintenant les indications suivantes, quels sont ceux ou celles qui concernent les inhibiteurs de la pompe à protons? Un reflux gastro-œsophagien, les varices œsophagiennes secondaires à une cirrhose, une prévention des lésions gastriques induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, un syndrome de Zollinger-Ellison, une constipation. شنو le syndrome de Zollinger-Ellison? Tumeur sécrétant de la gastrine, non? C'est une hypersécrétion de la gastrine, d'origine d'étiologie, c'est l'étiologie essentiellement Tumorale. C'est une étiologie généralement tumorale, donc c'est une tumeur qui hypersécrète la gastrine. Il y aura donc une hypersécrétion acide et cliniquement, elle se manifeste par des lésions ulcéreuses multifocales et un ulcère récidivant. C'est-à-dire, dès qu'on arrête le traitement, il y aura une récidive de l'ulcère. Généralement, le traitement, c'est la chirurgie ou la chimiothérapie. Mais, entre-temps, on peut prescrire quoi parmi ces médicaments-là? Question suivante. Des IPP, hein? Antihistaminiques H1, H2, H2. Donc, essentiellement les antihistaminiques H2 et les inhibiteurs de la pompe à protons. Les antispasmodiques. Donc, ce n'est pas un traitement. Bon, logiquement, on peut prescrire les misoprostol.
mais sur le terrain, il n'a pas l'indication. Déjà, le misoprostol indiqué fait la maladie ulcéreuse dans les derniers recours. معناها وقتها يبدا فما contre-indication تاع les IPP, contre-indication تاع les anti-H2, وقتها on peut tenter de prescrire le misoprostol. علاش؟ Tout simplement خاطر l'utilisation تاعو. Il a une demi-vie qui est très courte, donc il va nécessiter des prises multiples quotidiennes et aussi on craint les effets indésirables. Donc avec علاش يقعد logiquement c'est un traitement de la maladie ulcéreuse, mais sur le plan pratique, c'est rarement qu'on le prescrit comme traitement anti-ulcéreux. Donc, pour la maladie de syndrome de Zollinger, elle est essentiellement, en attendant la chimiothérapie et la chirurgie, le traitement, essentiellement, ce sont les IPP à forte dose, ou en cas de contre-indication, aussi les antihistaminiques H2, cette indication-là, c'est l'RCP. B. La métoclopramine est un médicament antiémétique. Oui, est un antagoniste sélectif du récepteur NK de la substance P. C'est le médicament qui appartient à cette classe des antiémétiques. L'aprépétant essentiellement. Donc la métoclopramine, elle ralentit la vidange gastrique. Tout à fait contraire, elle accélère la vidange gastrique, elle augmente la pression des sphincters œsophagiens inférieurs, donc c'est vrai. Elle peut être prescrite chez la femme enceinte, donc on peut aussi la prescrire chez la femme enceinte. Donc les propositions A, D et E. Maintenant, si on parle des antiémétiques antidopaminergiques, c'est-à-dire la métoclopramine et la domperidone. Ils peuvent induire des troubles extrapyramidaux, antidopaminergiques, donc ils peuvent induire des troubles extrapyramidaux, mais comme je viens de dire, ces troubles-là, ils sont moins fréquents avec le domperidone parce qu'ils ne dépassent pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, les antiémétiques antidopaminergiques, ils diminuent la biodisponibilité de certains médicaments. Allez, par quel mécanisme? نرجع شوية الفارماكوسينيتيك تاع deuxième. Comment ils diminuent la biodisponibilité? Ils peuvent diminuer la biodisponibilité de certains médicaments. En fait, tous les antiémétiques. Madame, par accélération de la vidange gastrique. Parce qu'il accélère la vidange gastrique, tout simplement. Donc, les antiémétiques antidopaminergiques, ils peuvent induire une hypertension. C'est le contraire. Donc, généralement, en cas de surdosage, ils peuvent induire une hypotension. Donc, ils peuvent induire des troubles du rythme cardiaque. Oui ou non? Et oui, ils peuvent induire des troubles du rythme cardiaque et ils peuvent induire une gynécomastie. Par quel mécanisme? Trouble? Par quel mécanisme? Le mécanisme derrière ces troubles-là? C'est essentiellement parce qu'ils peuvent induire une hyperprolactinémie. Donc, pour les réponses, ils sont les propositions tous justes sauf le C. Ben, فماش des questions pour ceux qui sont connectés. فماش des questions. Non. Tout est clair. Oui. Tout est clair et net. Ben, en principe, le deuxième édime de cette semaine, il va se porter sur les médicaments utilisés en neurologie. En tout cas, pour les gens connectés et les gens non connectés. Le ديم تاع نهار الجمعة راهم لي كور تعاودوا تحطوا ماهمش نفس الكور نتاع مناو. En principe يظل في بالي تحطوا اليوم.
La série, elle est complètement différente ou le cours زادوا تحطوا بالباهي خير من معناها خير من les éditions précédentes. ما عطاونيش حتى ورقة بتاع بريزون. supposé كلكم بريزون.